Aujourd'hui, on parle processus, mais avec le cœur. Je suis Cédric Watine et tu es chez Outils du Manager, le podcast en français sur le management le plus écouté. Alors franchement, quand on me parle processus, j'ai l'impression d'une punition. Pourtant, sans processus, pas d'entreprise. Alors j'ai fait appel à un expert pour nous en parler. Pas un expert taliban des méthodes Six Sigma, Lean ou Agile, non, un expert concret qui a l'expérience de centaines de mises en place de processus et surtout un expert qui t'explique comment piloter tes processus avec le cœur. J'ai nommé François Durnet. Il est président de l'Institut français pour la compétitivité et l'excellence opérationnelle. Il est consultant, coach, conférencier et formateur en performance et engagement. Et il combine une approche en hard, soft et why skills. Je te conseille d'écouter notre conversation jusqu'au bout parce que François est venu avec un cadeau, un outil à mettre en œuvre dès demain avec ton équipe si tu le désires. Bonjour François. Bonjour Cédric, enchanté. Comment vas-tu ? Ben écoute, en pleine forme, là il fait beau et je suis face à Notre-Dame. Ouais, je vois ça. En fait, vous ne voyez pas ce que je vois puisqu'on est en audio pour les auditeurs. Par contre, moi je vois que tu as un fabuleux ciel bleu derrière toi et que tu es à côté de Notre-Dame. Donc, super emplacement sur les toits à Paris. Alors, écoute, je te propose de démarrer directement dans le vif du sujet. On va parler des process et on va voir comment les piloter, les mettre au service de l'humain. Mais la première chose, ce serait que tu nous expliques un petit peu qui tu es, d'où tu viens, où tu es et vers quoi tu vas. Oui, tout à fait. Donc, moi, je suis de formation ingénieur à l'origine, puis après, j'ai fait 15 ans dans l'opérationnel, dont une dizaine chez General Electric. J'ai pris des postes de management et de leadership qui m'ont vraiment passionné, et je vais y revenir pour parler de management. Et puis après, je suis allé dans le monde de la formation, du conseil, du coaching. Et là, depuis une douzaine d'années, j'accompagne des transformations. J'ai par exemple Ariane 6, j'ai accompagné l'équipe programme pendant 3 ans sur une transformation complète justement sur le leadership et le pilotage, et puis des grands groupes comme Alstom, la RATP, donc à la fois bancaire, service. Et aujourd'hui, je suis président de l'IFCO, qui est l'Institut français pour la compétitivité et l'excellence opérationnelle, ce qui me permet de promouvoir toutes ces démarches qui tournent autour des process, des processus qui peuvent à la fois faire peur, mais en même temps qui structurent et qui peuvent aussi rassurer. Donc ça, il y a une vraie ambivalence qu'on va approfondir, mais aussi j'ai été pour le BDEF auditeur pendant plusieurs années, et puis j'interviens dans pas mal d'écoles. J'aime beaucoup intervenir en école, à Centrale ou à Polytechnique. Super, bravo, beau palmarès. Merci. Et puis j'ai vu aussi que tu avais édité quelques livres blancs. Oui, tout à fait. Alors déjà, là, je me suis présenté comme on se présente d'habitude. Moi, il y a un modèle managérial que j'utilise énormément, qui sont les Golden Circle, les cercles d'or de Simon Sinek. Le pourquoi, comment, quoi. Donc là, j'ai dit ce que je faisais. J'étais consultant. Je pourrais préciser comment je le fais, mais j'aimerais surtout partir du pourquoi. Moi, en fait, ce qui m'anime, j'ai une mission de vie qui m'anime profondément, c'est que j'ai vécu, tu parles d'un événement personnel dans ton livre, moi, un événement aussi personnel de deuil à mes 18 ans, qui a fait que j'ai rencontré le monde de l'entreprise sur la souffrance, et je me suis dit, c'est pas possible d'aller au travail pour perdre sa vie. Et au contraire, pour moi, l'entreprise est vraiment un vecteur de réalisation. C'est ce que j'ai pu vivre chez General Electric, et c'est ce que je transmets au travers de différents livres sur le Lean, sur l'Agile, sur le management visuel, sur le leadership, l'entreprise libérée. Donc, sur tous ces thèmes, si tu veux, il y a des choses communes qui partent du pourquoi. Et quand on part du pourquoi, l'outil prend un autre sens au quotidien. Donc ça t'a donné une vision particulière du management. On a échangé en off là-dessus. Est-ce que tu peux la résumer ? Alors, voilà, elle est liée à ton expérience chez General Electric. Et comment tu pourrais résumer ta vision du management ? En fait, moi, ce qui me plaît le plus dans la vision du management, c'est que j'ai à la fois beaucoup vu des dirigeants et des responsables, on va dire, de fonctions, de transformation, de RH ou de qualité, qui finalement mettent de la contrainte sur le poste du manager. Le manager qui a déjà à gérer son équipe, ses contraintes de disponibilité, ses clients ou ses activités, ses machines sur le terrain, en plus, les RH, la finance, la qualité, le RSE, il a énormément de contraintes qui arrivent en plus. Donc je trouve que c'est en fait le cœur de la transformation de l'entreprise, c'est le manager. Et pour moi, la fonction du manager, elle est double. On pourrait être dans le quoi, c'est le manager qui va faire de la gestion, des process, des activités. Et le comment, c'est celui qui va être dans le relationnel, créer du lien. Mais il y a aussi le pourquoi. J'y reviens à nouveau. C'est quoi le pourquoi de manager ? Qu'est-ce qui a fait que tu as eu envie de développer ce poste de manager ? Et quand on le travaille, je répète, encore au quotidien, dans l'animation de ses équipes, dans la manière de le faire,
ça peut changer pas mal de choses. C'est ce que j'appelle on pilote avec le cœur. Ok, pilote avec le cœur, ça c'est pas mal. Ok, alors tu vois, moi, c'est ce que je te disais tout à l'heure aussi, c'est que dans ma tête à moi, je me dis mais c'est marrant en fait de faire ce lien entre le cœur et les process, parce que moi j'aurais tendance à dire, en fait un process c'est vraiment la partie rationnelle, c'est vraiment la partie cérébrale, etc. Et je dirais presque où est le fun, on va dire, Ouais, voilà. Et tout à comment? fait. Et moi, j'aurais tendance à dire, mais donc, il va falloir qu'on cherche du fun malgré les process. Et en fait, toi, pas du tout. Tu lis les deux. Et ça m'intéresse beaucoup. Et c'est vraiment ça qui, dans ton approche, que j'ai trouvé vraiment intéressante. C'est ce, je sais pas si on doit dire un mélange ou cette incarnation du cœur à travers les process. Ça, c'est vraiment, vraiment intéressant. Et original, je dirais, dans la présentation. Oui, je te remercie. Et déjà, qu'est-ce que c'est un process en fait? On parle de processus. Alors que vous soyez dans une start-up, une PME, une TPE, quand tu crées ta boîte, tu parles de process. Faire une vidéo, c'est un process. Recruter quelqu'un, c'est un process. Il y a des process RH, des process financiers, de faire un budget. Et quand on est dans un grand groupe, on va parler de processus. Ça va être très long, ça va concerner beaucoup de personnes et ça va paraître pénible. Il y a aussi le terme qu'on utilise moins de procédure. Ça fait penser d'ailleurs au juridique. Ça va Et peur, ouais. voilà, il y a beaucoup de termes autour. Un process, c'est une séquence d'activités qui se suivent, que je peux tout faire moi-même ou que je peux répartir entre différentes personnes. Et ce que je trouve passionnant, c'est que finalement, on fait tous des process tout le temps sans s'en rendre compte. Et quand on développe le pourquoi, je prends un champion olympique, il a un process pour se lever le matin, pour s'entraîner, pour répéter son mouvement, mais il y met du sens, il y met un niveau du pourquoi. Et c'est ça qui fait que le process qui apparaît souvent comme structuré, du coup pénible, parce qu'on n'aime pas trop la discipline et la répétition. Mais en fait, il y a des fantasmes autour de ça. Le process, c'est pas mécaniste. Ce sont des hommes et des femmes. Et moi, je trouve que les plus belles transformations que j'ai pu vivre, c'est que le process, on parle dans ligne de flux. J'aime bien cette notion de flux, de flow en anglais, qui renvoie en fait au flux psychologique, que tu connais peut-être, qui est un état que certains sportifs vivent, mais aussi dans l'entreprise, où on est totalement aligné. On a le sentiment que c'est beaucoup plus rapide. Pour moi, mettre un processus au sein d'une entreprise, c'est vivre ce flow entre les personnes. Super. Alors oui, je connais bien. Moi, j'ai fait plusieurs vidéos, plusieurs podcasts sur le sujet du flow et en particulier défini par Michel. Mihaly Csikszentmihalyi, oui. Voilà. Notre ami. C'est un bouquin que j'ai lu quand j'étais plus jeune qui m'a vraiment marqué et qui m'a dit, bah voilà, moi c'est ça que je voudrais trouver dans mon boulot. J'étais pas encore chef d'entreprise et voilà, moi j'encourage vraiment la lecture de ce bouquin. Après, c'est pas un bouquin sur les process, c'est plus un bouquin sur les 6 conditions, les 5 conditions qu'il faut réunir pour être en état de flow. Ce moment où en fait on est tellement bien dans ce qu'on est en train de faire qu'on perd la notion du temps, enfin voilà, ce moment formidable. Et moi, mon conseil, effectivement, vis-à-vis des chefs d'entreprise, de managers, c'est faites en sorte que votre équipe l'éprouve le plus souvent possible, parce que du coup, vous n'aurez pas d'incitation supplémentaire à faire. Le travail en lui-même sera intéressant. Vous n'aurez pas besoin de donner des primes pour qu'on fasse bien le travail. Exactement. Le travail sera la chose intéressante. Sera le moment où on rentre dans le flow. Ok, super intéressant. Et tu vois, moi, j'ai pas fait le lien avec les process. C'est la première fois que j'entends quelqu'un faire le lien entre le flow et le process. Parce que souvent, le process est réduit à des personnes, par exemple la qualité, hein, avec la meilleure intention du monde, qui viennent te cartographier des process pour faire la norme ISO 9001, en termes de système de management de la qualité. Et du coup, toi, en tant que manager ou en tant qu'opérationnel, tu vois le qualiticien qui vient avec cette meilleure intention, mais il n'est pas là à ton service. Il est là pour remplir ces cases et rendre l'entreprise certifiée. Donc, tu vois pas du tout cette notion-là. En plus, il est beaucoup dans le mécanisme, dans la partie gestion du manager, pas dans la partie leadership. Or, c'est vraiment l'occasion, un process. Le but, c'est, à l'origine, ça vient de Michael Porter, les chaînes de valeur, que ce soit une chaîne de valeur, donc c'est un grand process, un macro-process d'entreprise, il y a les macro-process de pilotage, donc comment je définis la stratégie, je pilote et j'exécute, et après, il y a les processus, macro-processus de production, comment je construis ma voiture, et puis les macro-processus de support, RH, finance, achat, etc. Mais ça paraît loin de ton activité au quotidien, en fait. Donc ça paraît très conceptuel, et puis après, c'est porté par des happy few, on pourrait dire, des référents, des experts, pour eux, pas pour toi en tant que manager. Donc moi, ce qui me passionne, c'est de rentrer dans le monde
des opérationnels, des managers, d'aller chercher mais à quoi ça peut servir pour toi au quotidien. Et j'ai vu beaucoup d'entreprises qui ont mis des CPO en place, tu connais peut-être pas le terme, des Chief Process Officers, mais c'est voué à l'échec. Parce que ça va à l'opposé finalement des silos, des fonctions, des hiérarchies. Et quelque part, il y a beaucoup d'enjeux en termes de pouvoir et de management derrière. Ok. C'est-à-dire que si on met en place quelqu'un qui est responsable des process, ce que tu veux dire, c'est qu'il fait concurrence un petit peu aux managers qui, eux, sont sur une organisation par silo hiérarchique, c'est ça que tu veux dire? Oui, tout à fait, ou aux directions qui ont en fait le pouvoir est souvent corrélé au nombre de personnes que tu pilotes. En tout cas, ça peut être perçu de cette manière-là. Et même si toi, tu apportes ce process du point de vue du client final, qui est une vraie opportunité d'apporter du sens, c'est très distant et tu ne reportes pas à cette personne-là. Donc, tu fais que du management, ou on va dire du travail par influence, ce qui fait que ça apporte en fait de la difficulté à convaincre les personnes à remplir ton process. Donc, finalement, le process est fait par les qualiticiens ou par les RH, si on parle de recrutement, ou par les financiers, si on parle de budget. Et moi, manager, moi, opérationnel, je subis. Donc, j'ai pas envie de le faire. Je vois pas le what's in it for me. Qu'est-ce qu'il y a pour moi là-dedans? Ok, intéressant. Ouais, et d'ailleurs, c'est souvent un sujet que j'ai quand j'interviens au niveau du management, c'est ça, c'est comment on fait pour concilier la partie verticale qui est la hiérarchie et la partie horizontale qui sont éventuellement les projets, mais éventuellement les process aussi. Ouais, alors c'est intéressant parce que tu as parlé de projet. C'est quoi la différence entre un projet et un process? Un projet est une forme de processus, mais il arrive une fois. Tu fais un projet une fois, sauf si tu répètes. Mais généralement, un projet, c'est pour développer un nouveau produit industriel ou un nouveau service, une nouvelle application. Donc, la différence entre un projet et un process, c'est le monde, on dit en termes anglais, du build, c'est-à-dire je construis quelque chose qui est unique, qui est temporel, et le process, à la rigueur, il se répète à l'infini. C'est du run, c'est du récurrent. En fait, ton process, il évolue. Si tu fais le même process aujourd'hui qu'il y a 5 ans, quelque part, tu meurs. Tu as besoin de mettre des projets un peu d'amélioration et de changement. Mais j'aimerais revenir sur ce que tu dis, une opposition, un paradoxe, on pourrait dire, entre la verticale, la hiérarchie conventionnelle qu'on voit dans toute nos structures pyramidales, et l'horizontale qui est le process et les projets. En fait, il y a des études qui montrent que c'est possible de transformer ça sans totalement casser l'organisation, parce que finalement, les entreprises en organisation plate sont très rares aujourd'hui. C'est un rêve. On espère y arriver un jour, mais je crois beaucoup plus dans des organisations qui ont simplifié un peu leur hiérarchie, mais qui travaillent aussi, je dis bien aussi en transverse. Et quand tu regardes les études, par exemple, sur le Lean, je fais beaucoup de Lean et d'Agile, ils regardent que, c'est quoi le pourcentage de réussite des démarches Lean qui sont très transverses, ou des démarches de transformation, McKinsey, BCG, on fait beaucoup d'études là-dessus. Ils disent que 70 à 75% d'échecs. D'accord. Pourquoi? Parce que c'est à ces résistances du manager, et moi je me mets dans sa peau, hein. J'arrive, on lui explique que ça va changer, qu'il a passé beaucoup de temps à développer ses compétences managériales, à gérer son équipe, et on lui dit que ça va être radicalement différent. Tant on le déstabilise beaucoup dans son rôle. Et on ne sait pas vers quoi on va. Donc on sait ce qu'on perd, on ne sait pas ce qu'on risque de gagner. Donc il y a un risque déjà au niveau managérial. Ça, c'est un premier risque que j'appelle dans le comment. Il y a un rejet de greffe finalement. Mais il y a aussi un risque au niveau des dirigeants qui pensent que c'est facile et qu'il suffit d'appuyer sur un bouton, alors que c'est une vraie transformation culturelle de manager par influence, ce que tu décris. Hein. J'ai beau avoir du pouvoir, le pouvoir, ça s'use quand je l'utilise, mais aussi au niveau des dirigeants qui décident généralement de ce type de programme et qui ont les moyens de les engager, et puis aussi au niveau du terrain, en fait, des opérationnels. Parce que là, ils le perçoivent à nouveau comme... on dit souvent qu'on veut de l'autonomie, mais on veut pas la responsabilité qui va avec. Tout à fait. Et alors, il y a une formule magique, c'est-à-dire comment... Parce qu'en fait, je suis tout à fait d'accord avec toi. Souvent, le manager se sent victime du process parce que quelque part, on l'inclut déjà dans quelque chose qu'il maîtrise pas complètement, puisque le process est transversal. Et en plus, il a l'impression qu'on lui prend en fait une partie de son rôle et qu'on lui détruit une partie des choses qu'il avait réalisées. Et puis il y a un problème de sens, c'est-à-dire que tout à coup on se retrouve au milieu d'un process et on sait plus. Même l'opérateur ou l'opérationnel à la limite qui est pas manager, il se dit mais donc j'ai deux patrons en fait, j'ai le pilote de process et j'ai mon patron donc voilà, c'est à qui j'obéis, à papa ou à maman. Enfin voilà, il peut y avoir plein de choses comme ça et avec ton expérience, je sais, tu vas me dire non, mais il n'y a pas une seule formule qui marche, mais il y a, ou peut-être j'anticipe un peu trop, mais c'est vraiment un sujet qui m'intéresse parce que je me bute régulièrement sur ce sujet-là.
Et moi, alors je suis assez sur la même longueur d'onde que toi. J'adore le concept d'entreprise libérée, d'absence d'organigramme, etc. Sauf que de manière assez pragmatique, je me rends compte que la hiérarchie, à condition que ce soit pas une hiérarchie uniquement du command and control, qui ait beaucoup d'influence, etc., c'est quand même un truc qui fonctionne assez bien. Donc, tu vois, ça m'intéresse d'avoir ton point de vue à travers ton expérience là-dessus. C'est pour ça que moi j'adresse vraiment deux publics. Un public qui est pas le plus important, mais qui est tous ces référents, qualité, excellence opérationnelle, aussi chef de projet. Le chef de projet vit exactement la même chose. Oui, c'est certes pas un processus, mais il va aller piocher. J'ai vécu ça chez General Electric pendant 10 ans, où j'étais chef de projet, directeur de programme, et j'allais piocher chez les managers leurs ressources. Donc il fallait vraiment qu'on soit en phase et aligné. Alors que c'était pas mes ressources, c'est pas moi qui les évaluais quelque part d'une certaine manière et reportais à ces directeurs ou ces managers. En fait, ce que j'ai découvert sur le tas, avec beaucoup de formations aussi chez General Electric et que maintenant je mets beaucoup en avant, c'est pour ces référents, chefs de projet, référents qualité, c'est développer ce qu'on appelle en langage de coaching une sécurité de l'être, une sécurité ontologique, donc à l'intérieur de moi, comme quoi j'ai déjà de la valeur, que j'ai pas besoin de prouver et d'à tout prix atteindre mon processus et de le cartographier et de l'optimiser. C'est-à-dire que si je viens te voir en tant que manager et que je te dis, il faut que tu mettes ça en place, parce que moi, quelque part, j'ai l'enjeu d'assurer la qualité, parce que quelque part, je te mets de la pression pour me rendre service à moi. Alors qu'on change totalement la posture et on se dit, ok, je dois, et là, il y a un vrai travail sur soi et un vrai travail sur ses propres compétences et être au service du manager. Et plutôt que de commencer à amener mon monde et t'imposer mon monde de qualiticien de projet, je dis comment ça se passe dans tes activités? Quelles sont les difficultés que tu as? Donc c'est tout un art du questionnement qui vient de la pratique du feedback, du coaching, mais pas du coaching professionnel en bureau, coaching très terrain, très opérationnel. Et au bout d'un moment, il y a quelque chose de magique. Tu n'as plus besoin de pousser des outils de process, des outils de résolution de problèmes, parce qu'en fait, finalement, tout le monde a des problèmes, tout le monde a des difficultés de process, mais en fait, ça part du manager et ça part de l'opérationnel. Et c'est la même chose pour un manager. Plutôt que de dire, il faut que tu fasses 10 dossiers aujourd'hui, on est en industrie, il faut que tu produises tant de quantité de pièces. Quand tu arrives à avoir cette sécurité où tu es suffisamment en lien avec tes collaborateurs et que tu es capable de les questionner, finalement, tu te mets d'une certaine manière, tout en gardant ton autorité au service d'eux. Il y a quelque chose de magique qui se produit au bout d'un moment. Alors évidemment, ça vient pas forcément la première fois, mais je peux te garantir en quelques journées de pratique vraiment mises en place sur le terrain, il y a des vraies transformations qui se produisent, qui sont magiques juste par quelques outils très simples. Vraiment intéressant. C'est-à-dire que si je reviens un petit peu en arrière sur le chef de projet ou le chef de processus, le pilote de responsable de processus, ouais. Quelque part, il gère comme s'il était, comme si le manager c'était son client finalement. En lui disant, je vais t'aider. Ouais. Très juste. Pareil pour les RH. Moi, j'ai fait beaucoup d'excellence opérationnelle. C'est l'IFCO dont je te parlais au début, qui est un institut qui fédère vraiment toutes les démarches Lean, Agile, Lean Six Sigma, toutes les démarches de process et de transformation, notamment basées sur la performance. Et je vois cette difficulté qui est de dire, mais on est au service du manager ou c'est eux qui sont à notre service? Et en fait, 90 à 95%, on a fait des enquêtes et on le valide systématiquement, c'est que tu as une nouvelle transformation qui arrive et la transformation, comme elle vient d'en haut, on se dit, les autres vont suivre. Mais ça ne prend pas, les études que j'ai démontrées de McKinsey, sur le Lean ou autres, démontrent que ces transformations ne prennent pas parce qu'on ne part pas des problématiques et des besoins, en fait, du terrain. Donc, toi, tu préconises plutôt une approche bottom-up, c'est-à-dire dire on écoute le terrain avant de mettre en route les grandes manœuvres et les grandes... Alors en fait, il y a une alchimie qui se produit. Pour moi, je ne suis pas pour que le bottom-up, je suis pas que pour le top-down, mais je suis pour comme une alchimie, tu vois, un mélange des deux qui fait que les deux couleurs se marient. Tu me disais que c'est complémentaire. En fait, j'ai découvert que je fais du coaching depuis 20 ans, mais opérationnel. Donc, je coach en 5 minutes. Alors évidemment, un coach professionnel, certifié, je me certifie aussi, il me dira, mais François, t'as pas fait un contrat de coaching. Ok, c'est pas du coaching. Mais c'est la même posture. La posture, c'est, j'assume le terme, aimer son interlocuteur. Quand tu l'aimes vraiment et que tu veux vraiment être au service, t'es vraiment curieux. Alors évidemment, j'utilise la métaphore du petit prince et du renard. Cette belle métaphore que j'utilise dans tous les comités de direction ou les managers que j'accompagne. Il y a cette innocence
mais en même temps, cette vérité qui est que le renard apprend au petit prince, on veut créer des liens dans l'entreprise. On veut pas juste partir de l'entreprise avec des objectifs de performance, on veut le faire à plusieurs. Et en fait, quand tu as cette attitude par rapport aux autres, il y en a certains que tu vas plus apprécier que d'autres, mais de vouloir les faire grandir, la quasi-majorité de tes collègues et de tes collaborateurs vont le ressentir. Et quelque part, tes outils vont se marier. J'ai mis du temps, hein, honnêtement. J'ai mis plusieurs années avant d'être suffisamment safe, en sécurité à l'intérieur de moi pour que les outils viennent naturellement en face. Et finalement, les meilleurs standards, les meilleurs modes opératoires, les meilleurs process sont venus du terrain mariés avec la compétence que je partageais. Et malheureusement, souvent, quand on parle de process, de lean, etc., on met beaucoup l'accent sur les méthodes, les techniques de planification, etc., et pas tellement sur comment tu gères ta relation avec l'autre. Voilà, moi j'avais fait un truc qui s'appelait le chef de projet relationnel, tu vois, où tu apprenais vraiment à comprendre comment fonctionne l'autre avant de commencer à appliquer tes process et te dire, tout en ayant une approche pragmatique, en disant, bah lui c'est plutôt un dominant, c'est plutôt quelqu'un qui fonce, etc. Je vais l'utiliser dans mon process pour ça. Et puis, par contre, quand il faudra être prudent, etc., il y a machin, lui, il se pose beaucoup de questions et il aime bien se poser des questions. Donc, il va trouver son utilité dans le process ou dans le projet à travers ça, etc. etc. Il y a cette culture-là qui va de soi pour un manager hiérarchique, enfin, qui devrait aller de soi pour un manager hiérarchique parce qu'il est dans le cadre d'une relation longue, il doit évaluer son collaborateur, il ne faut pas qu'il fasse de turnover, il faut qu'il fasse de la performance avec... Et pas tellement dans la culture du chef de projet, parce que la première difficulté quand je parle avec un chef de projet ou un pilote de processus, c'est « Ah oui, mais moi, j'ai pas l'autorité, donc je peux pas faire. » Et moi, je lui dis « Mais si t'avais... Enfin, moi, j'ai pas la hiérarchie, pardon, donc je n'ai pas l'autorité, et donc je ne peux pas faire. » Et je réponds « Mais aujourd'hui, le manager n'utilise plus la hiérarchie pour imposer les choses. » Donc en fait, il n'y a pas tant de différence que ça. C'est du management dans les deux cas. C'est quelque chose qui doit se fonder sur l'influence, sur la confiance, etc. Alors je vais rebondir là-dessus parce que moi de la gestion de projet, j'en fais depuis 20 ans. De l'accompagnement en support au programme Ariane 6, à des petits développements informatiques dans un coin. Donc j'ai vu tout type de projets et de programmes. Et le PMI, qui est un des instituts qui a fait beaucoup d'études, il valide que 75 à 90% du temps du chef de projet en phase d'exécution, c'est de la com. C'est de la relation. Donc ça, c'est validé. Si tu veux, et à mon avis, c'est quasiment pareil pour le manager, en fait. Donc, je te valide qu'un chef de projet, qui est un manager d'un projet en transverse et un manager ont intérêt à travailler cette dimension relationnelle. Pour renforcer ça, je vais faire un parallèle. Ton podcast s'appelle Les outils du manager. C'est un podcast qui donne envie parce que moi, dans toutes les formations et conférences que je donne, je pose la question au début, vous voulez repartir avec quoi? Des outils, une boîte à outils. Je veux du concret parce que ça rassure. Les gens pourraient presque me dire, je veux un process. Tu vois, j'ai un dirigeant qui appuie sur le bouton, François, viens nous aider à faire un process. Mais en fait, oui, c'est rassurant parce que quelque part, ça donne un cadre, ça permet de mesurer si on a atteint l'objectif ou pas. Mais en même temps, c'est pas là qu'elle se fait la différence. Si on fait le parallèle avec le recrutement et l'intelligence émotionnelle, tu connais probablement Daniel Goleman, les études sur l'intelligence émotionnelle. Donc, c'était dans les années 90 sur plusieurs centaines de milliers d'employés. Ça a été refait en 2010 par Travis Bradberry dans l'intelligence émotionnelle 2.0. Il a validé le même ratio. 2/3 de la performance de tout professionnel est lié au relationnel. Donc au quotient émotionnel qui est l'intrapersonnel, la relation avec moi-même, mon pourquoi, mon sens et l'interpersonnel. Mais ce qu'on oublie, c'est de dire que le QI, là, le quotient intellectuel, le savoir-faire, les connaissances, c'est un tiers, mais en fait, il est rédhibitoire. Si tu l'as pas, t'es pas recruté. Si t'as pas les outils, on te prend pas au sérieux. Si je parle pas de process, on va pas me solliciter pour intervenir, pour travailler dans l'entreprise parce que c'est la référence, on pourrait dire. Donc, le manager doit toujours avoir son tiers, on va dire, si je prends le parallèle, sur les outils du manager. Et en même temps, une fois qu'il rassure là-dessus, aller vraiment déployer le savoir-être et la dimension relationnelle. En fait, alors, je comprends mieux du coup, et je pense qu'on est sur la même longueur d'onde. Moi, quand je parle de management, je parle d'abord de process. C'est-à-dire que je dis, si tu veux poser ton activité de manager, parce que un manager, on voit pas autant un comptable, on le voit en train de faire de la compta, un vendeur, on le voit en train de vendre chez les clients, autant un manager, on se dit, bah, c'est un mec, il est là, puis il a le pouvoir, puis il manage tout le temps. Et la première chose que je dis, c'est, oui, c'est vrai, mais tu dois avoir des rituels. C'est-à-dire que tu dois avoir des process, finalement. Et exactement. pour moi, c'est le squelette. C'est-à-dire que
Si t'as pas le squelette, tu peux pas mettre de chair dessus, ça marche pas. Donc, il faut que le process te porte, que tu aies tes rendez-vous avec tes collaborateurs, mais tu vas mettre de la chair. Et c'est ça aussi qui est important, c'est qu'à l'intérieur de tes rituels, ou à l'intérieur de tes process, probablement, tu vas mettre de l'humain, et c'est vraiment cette partie-là la plus importante. Et pour pas que ça prenne 75% de ton temps, même si c'est 75% de, je dirais, du levier, eh bien, tu vas le faire de manière concentrée, de manière intense, en rencontrant la personne, Oui. en ayant une très très forte relation avec elle, mais pas trop longtemps, parce qu'on a d'autres choses à faire dans l'entreprise, on est dans un monde où tout compte, etc., etc. Mais on va le faire de manière récurrente, régulière, etc. Et c'est ça qui va faire que ça va fonctionner comme système. Du coup, je comprends beaucoup mieux ce que tu voulais dire en disant que on peut faire des processus avec le cœur. Je pense qu'en fait, on dit la même chose finalement. Oui, exactement. Par exemple, piloter avec le cœur, notamment le cœur du pilotage, c'est la fameuse réunion d'équipe du manager. Et je revoyais ta vidéo là d'introduction sur ton podcast qui dit un premier outil qu'on peut pratiquer, c'est une demi-heure avec chaque collaborateur une fois par semaine. Quand tu as une équipe de 5-6 personnes, ça te prend une demi-journée. Moi, ce que j'aime beaucoup aussi, c'est fédérer des équipes. Tu vois, le coaching individuel, ça marche bien. Donc, ça m'arrive de faire du coaching individuel. Mais en fait, c'est de rencontrer quelqu'un dans le couloir et dire comment ça se passe, qu'est-ce qu'il y a de nouveau, qu'est-ce qui est important pour toi, sur quoi focaliser. Et je trouve que les réunions d'équipe, avec toutes ces dérives de réunionnite, de perte de temps qu'on a, eh bien, elles peuvent basculer dans cette dynamique collective de réunion d'équipe. Bien sûr. Qui devient vraiment où on se serre les coudes, où ensemble on partage une vision commune. Et finalement, l'équipe, c'est le cœur, c'est la cellule de l'organisme humain qui est l'entreprise. Donc quand le manager a cette possibilité, le chef de projet, c'est pareil. Il a la possibilité de voir son équipe une fois par semaine, par exemple, pendant 30-45 minutes. Que ce soit pas un moment où c'est un tour de table insipide, mais qu'au contraire, il y a une vraie focalisation et qu'on va au cœur de ce qu'on partage en tant qu'équipe. Là, ça fait un vrai changement. Moi, je trouve que la relation individuelle, elle est importante aussi. Mais voilà, on n'est pas... L'un n'empêche pas l'autre, elles sont très complémentaires. Parce qu'on est tous différents et que la relation la plus intense qu'on puisse avoir, c'est celle-là. C'est celle où on est l'un en face de l'autre et on échange. Et là, c'est là que se noue vraiment la confiance, la relation, etc. Et celui qui fait ça va développer des relations individuelles et individualisées avec chacun. Et la réunion d'équipe est importante pour les synergies, etc. Alors, on a aussi... on a parlé du projet par rapport au mode process. Juste un petit retour en arrière. Est-ce que tu fais une différence au niveau des process entre un grand groupe et une petite entreprise? Puisqu'en fait, nos auditeurs, c'est vraiment des gens qui sont à la fois dans les grandes entreprises ou à la fois des chefs de PME ou des managers dans des PME, etc. Est-ce que tu es intervenu dans les deux? Est-ce qu'il y a une différence à faire ou globalement, on dit la même chose? Oui, je suis intervenu dans les deux, plus principalement dans des grands groupes où les process sont vraiment pilotés, sont pas généralement disponibles au niveau du management, du manager, on va dire de proximité, qui va subir, on va lui dire bah tiens, on va cartographier un processus, d'ailleurs c'est pas toi qui va le faire, mais une personne de la qualité ou de tel département va venir travailler avec toi sur le processus et généralement c'est plus bah tiens, je te l'ai cartographié et tu le subis. Alors que quand tu as une taille plus petite, dans les startups aussi, en fait, il y a plein de process, mais c'est pas les mêmes. On en a besoin. Dès que la startup dépasse 50, 60 personnes, tu commences à avoir 2-3 niveaux hiérarchiques souvent. Et là, process d'avant-vente, process de service client, process IT, les startups sont très très souvent IT. Tu vas avoir besoin de travailler ça en fait en collectif. Et du coup, souvent, on dédie une personne à le faire. Par contre, tout manager a des process, comme tu as dit. Mon rituel d'équipe est un process. C'est juste qu'il n'est pas transverse, qu'il touche moins d'autres équipes. Mais en fait, il y a le même sens qui est derrière, c'est de mettre les personnes en flow. Et on peut vivre ce flow très clairement en les mettant ensemble, même à l'intérieur de l'équipe. Tout à fait. Alors, après, on est passé très vite sur les différentes démarches qui permettent de travailler sur les process, Six Sigma, Lean, Agile. Est-ce qu'il y a une distinction à faire ou est-ce que de toute façon on est sur un sujet commun? Oui, alors pour te répondre, il y a des tonnes de démarches. Il y a les démarches d'abord Six Sigma, puis Lean. Je parle en termes d'historique, je parle pas de priorité. Et puis il y a les démarches process, il y a les démarches agiles qui sont très récentes. On pourrait en parler et j'ai un livre, un Lean Agile, qui décrit l'historique de ces démarches, comment elles se complètent ou pas. Il y a, ce que je remarque surtout, c'est des querelles de chapelle.
Ah, ok. Et c'est ça qui me désole. Moi, j'ai vu plein de démarches Lean, Six Sigma. J'ai fait toutes les certifs, tous les accompagnements, Master Black Belt, Six Sigma, Lean Sensei. Donc, il y a plein de grades, si tu veux, qui donnent un niveau de seniorité dans la méthode. Mais au final, très peu de ces démarches mettent en avant la dimension humaine dont on a parlé. L'agile l'intègre un peu plus, mais la plupart des agilistes que je vois mettre en place, c'est très méthodologique. Et on s'appuie sur les méthodes. Donc, quelque part, on oublie le principal. Moi, pour retenir, l'idée, c'est pas de se fermer à une démarche. D'ailleurs, j'ai vu plein de gens qui avaient suivi la formation qui le font avec leur propre style, qui utilisent tel outil ou tel autre parce que ça leur parle plus. Donc, il n'y a pas une méthodologie, comme on disait au début, il n'y a pas un outil qui fait toute la différence. C'est vraiment une boîte à outils, mais au-delà de la boîte à outils, c'est un système. Parce que les outils sont reliés les uns par rapport aux autres. Je vais donner un exemple sur le Lean. J'ai fait énormément de transfo Lean, peut-être pendant 15 ans, dans l'industrie, dans le service. Là, j'accompagne une entreprise de 100 personnes, comme un grand groupe de 50 000 personnes. Et en fait, ce que l'on constate, c'est que dans le Lean, il y a 4-5 outils. Il y a le fameux rituel de management. Il y a les standards qui sont... Un standard, c'est un mode opératoire. C'est la meilleure manière de faire ton travail. Quand tu pars du pourquoi du standard, tu touches à la fierté de la personne qui aime faire son travail. Et finalement, c'est un micro-process. On retrouve l'idée du process. Revenons au rituel de management que j'ai cité avant. C'est une réunion, c'est un process. Comment ta réunion se passe. Donc, tu gardes la même approche. Le pourquoi, c'est que ton process, il apporte le plus de valeur aux personnes qui sont dans la réunion. Ou il apporte le plus de valeur à l'activité que tu réalises. Après, il y a la résolution de problèmes. C'est un autre outil, les méthodes de résolution de problèmes. Quand tu regardes la résolution de problèmes, l'idée, c'est comment tu fais pour être le plus efficace dans ta résolution de problèmes. C'est-à-dire quelle méthode, et il y a des tonnes de méthodes. Après, il y a la cartographie de processus, le fameux Value Stream Mapping, VSM, qui est très, très utilisé, qui est moi un des outils phares qui permet de mettre en flux les personnes avec les process. On utilise le même principe. Je vais m'arrêter là parce que comme tu le vois, je ne m'arrête plus dès qu'on est sur les process et les outils. Non, mais ce qui est intéressant, c'est que, en fait, à chaque fois que tu évoques un outil, par exemple la résolution de problèmes, le manager peut y trouver l'opportunité de renforcer sa cohésion d'équipe. Oui. C'est-à-dire qu'il peut aussi renforcer le truc, dire faut que j'ai une équipe très, comment on va dire, cohérente, pas cohérente, je cherche le terme, très solidaire, pour pouvoir résoudre un problème. Et moi, je dis, c'est en résolvant un problème ensemble avec la bonne méthode que tu vas rendre ton équipe, que tu vas créer de la cohésion d'équipe. Souvent, on fait à l'envers. C'est-à-dire, on se dit, il faut que je crée ces conditions pour qu'on... Et en fait, c'est le fait d'utiliser un process pour résoudre un problème qui va créer la cohésion, la motivation, l'état de flow dans l'équipe et qui, en fait, va créer les conditions d'un bon management. Et plus on pratique la résolution de problèmes, plus on renforce l'équipe et c'est un cercle vertueux, en fait, finalement. Alors, j'ai un retour d'expérience incroyable où j'ai le directeur adjoint d'Ariane 6 qui témoigne sur la résolution de problèmes. Sur le site IFCO, j'ai gardé sa vidéo tellement c'est une perle. Et il dit 80% de nos problèmes sont pas techniques. Ouais. C'est pas des problèmes de méthode, de technique, c'est des problèmes organisationnels et relationnels. Ça veut pas dire qu'ils ne sont que organisationnels ou relationnels. En fait, c'est qu'il y a une composante qui nous empêche d'aller plus loin parce que tel collègue m'a pas donné l'info la dernière fois et que pourquoi j'aurais lui donné l'info, quoi. Il y a vraiment cette notion-là dans la résolution de problèmes et je vais te faire un parallèle très fort. Moi, la résolution de problèmes, donc j'en fais depuis 20 ans sous toutes ses formes, des démarches très approfondies qui sont des problèmes très complexes, stratégiques, comme à des problèmes très techniques ou des problèmes très relationnels. Et en fait, la méthode de résolution de problèmes, quelle qu'elle soit, c'est comme la méthode de coaching. Dans le coaching, tu résous une problématique relationnelle. Soit je manque de confiance en moi, c'est vis-à-vis de moi-même. Soit j'arrive pas à communiquer avec mon chef parce que j'ai des difficultés ou j'arrive pas à dire ça, relationnel. Et tu résous un problème. C'est la même démarche. C'est les mêmes étapes. C'est juste que les outils que tu utilises, le domaine que tu touches, c'est plus un domaine humain sur lequel tu as la croyance, souvent erronée, que tu n'es pas à l'aise. On est d'accord. Alors, les outils de pilotage de processus, il y en a un qui, moi, me tape dans l'œil, et c'est le cas de le dire d'ailleurs, c'est ce que tu appelles le management visuel de cohésion. Parce que ça, c'est vraiment une dimension, je trouve, enfin, le reste aussi, mais je dirais, c'est vraiment quelque chose qui complémente très très bien le management, je trouve. Est-ce que tu peux nous en parler, nous dire à quoi ça sert ? Oui. Le management visuel de cohésion, on pourrait dire d'une certaine approche pour simplifier, mais on va voir que c'est pas le pourquoi. C'est à la fois une synthèse de ces tableaux de bord
qu'on appelle dashboard en anglais, qu'on appelle pilotage d'équipe. En japonais, ça s'appelle le Kanban, l'Obeya. Vous avez plein de noms différents. Quand vous faites un Gantt pour un projet, c'est une forme de management visuel. Le but, c'est qu'on voit la planification des tâches dans le temps. Quand vous faites un Trello, Asana, si vous utilisez ces outils, c'est aussi un exemple, si tu veux, de visuel. Et par exemple, tu as d'autres outils comme Power BI qui sont très utilisés pour consolider des indicateurs. C'est aussi du visuel. Mais en fait, il manque beaucoup de sens. C'est pour ça que j'ai rajouté la dimension cohésion. La dimension cohésion, c'est d'animer son équipe autour de ce tableau. Pour moi, un management visuel, c'est vraiment l'opportunité de fédérer son équipe de manière régulière sur une vision des objectifs communs sur lesquels on a le sentiment de progresser chaque semaine. D'ailleurs, la question magique se résume à se dire, si on fait le point chaque semaine, maximum 45 minutes, pas plus. C'est de se dire, est-ce qu'on a passé une bonne semaine ou pas ? Et si quand on regarde le tableau, on voit du premier coup d'œil, c'est qu'on a atteint l'objectif. Ce qu'on met dedans, en général, c'est les priorités. Une équipe ne peut pas avoir plus que 3 priorités. Parce que tu as tellement d'imprévus, tu as tellement de tourbillons, si tu en mets plus que 3, tu n'en atteins aucun. Il y a des études qui ont été faites là-dessus. Donc peut-être 4 au maximum, mais je recommande vraiment 1, 2, 3 ou 4 priorités sur lesquelles on passera les 10, 15, 20% du temps qu'on a de libre en dehors de toutes nos activités pour focaliser sur ces priorités. Ensuite, c'est les fameux indicateurs. C'est bien quand même d'avoir des indicateurs, des mesures. Comme on dit, what gets measured gets improved. Ce que tu mesures s'améliore. Et ce que l'origine. Ne s'améliore pas. Exactement, en conséquence. Après, il y a la dimension projet. Alors souvent, des équipes me disent, que ce soit une équipe très terrain, une équipe managériale ou un comité de direction, ils me disent, mais François, nous, on n'a pas de projet, on fait les mêmes activités. Oui, mais tu peux peut-être penser à, tiens, comment tu ferais évoluer telle activité? Tiens, tu as des problématiques avec ton client, tu aimerais améliorer ton outil. Eh ben, passe un peu de temps là-dessus parce que ça va te donner du sens. Et puis, il y a des équipes pure projet qui me disent, François, on fait pas de run. Si, il y a des choses que tu répètes. Tu fais des retours d'expérience par rapport à certaines approches. Donc, c'est pas tout blanc ou tout noir. Il y a un mix des deux. Après, il y a la vie d'équipe. La vie d'équipe, c'est le 4e cadran. Et souvent, les équipes, après les priorités, ou voire même démarrent par la vie d'équipe, c'est, tiens, comment tu vas? Les fameux smileys, la météo. C'est quoi ta charge? Et puis, qu'est-ce qui s'est passé dans la semaine? Les tops, ce qui a moins bien marché? Comment on peut t'aider? C'est un moment où on se dit, si on arrive à avoir un peu de vulnérabilité et de confiance, plus les choses. Et enfin, le dernier, c'est la partie amélioration. Tiens, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer? C'est quoi les problèmes qu'on aimerait résoudre? Okay. Donc, ces 5 cadrans, c'est la majorité de ce que je rencontre. D'accord. Donc, tu peux répéter les 5 cadrans. Le premier, c'est les priorités. Ouais. 1, les priorités. 2, les indicateurs. 3, les projets. 4, la vie d'équipe. Et 5, l'amélioration. T'es pas obligé de tout faire. Ouais. Mais quand tu couvres ça, tu couvres 90-95% de ce qu'on voit dans ces tableaux. Et attention, j'arrive pas avec le tableau. Le référent qualité ou le manager, je lui conseille pas d'arriver avec le tableau. Je lui conseille, il y a vraiment une démarche en 3 étapes. La première étape, c'est d'aller rencontrer chacun. C'est ça que j'allais demander. Ouais. Vraiment... Là, on a parlé du quoi. Voilà, ton outil, il est intéressant, mais effectivement, si tu te pointes en disant, voilà les gars, là, maintenant on démarre, on a 5 cadrans, on fait ça, etc. Peut-être que c'est, si j'ai envie juste de mettre le doigt dedans et d'animer mes réunions différemment. Tout à fait. Je commence, en fait. Ouais, très bien. Et d'ailleurs, je réponds à ta question. Les 70% d'échecs, c'est quand tu arrives et tu dis, voilà le tableau. T'es quasiment sûr dans 70-80% d'échecs. Donc, l'idée, la première phase, c'est de commencer, en fait, à interroger chacun des membres de l'équipe. Si on a une grande équipe, on peut le faire par sous-groupe. Mais là, c'est la partie individuelle. C'est, tiens, comment ça se passe pour toi aujourd'hui, nos réunions? Qu'est-ce qui te semble important à faire ressortir? Tu vois, c'est vraiment des questions ouvertes, orientées. C'est pas une question fermée qui induit une réponse oui ou non, une réponse très courte. Je m'intéresse à l'autre en posant une question ouverte qui commence par qu'est-ce qui? De quelle manière? Tiens, de quelle manière on pourrait animer nos réunions différemment? Qu'est-ce qui, toi, t'importerait à la fin de la réunion? Comme ça, je fais la tournée. Ouais. Là, tu es individuel, c'est-à-dire que tu es face à face. Exactement, en face à face. 1/2 à 3/4 d'heure par individu. Mais une fois. Après, tu fais une synthèse. Ouais, par exemple, un one-to-one, un 1-1, c'est très bien. Et après, tu peux faire un atelier. Et j'ai validé, on l'a validé parce qu'on est plusieurs à l'avoir fait à distance. Ça peut même marcher à distance. C'est pas recommandé puisqu'on a vraiment besoin de lien social. Mais tu peux faire un atelier qui dure 1 heure, 1 heure et demie. Tu dis, tiens, qu'est-ce qui nous semble important à la fin d'une réunion d'équipe? Si on décide d'avoir une réunion d'équipe, évidemment, toutes les équipes le font pas et c'est OK. Par exemple, l'hebdomadaire. Avec quoi on veut repartir? Et là, tu peux débriefer ce que tu as écouté, ce que tu as souligné chez chacun.
Si t'es pas manager, mais par exemple t'es chef de projet et que tu accompagnes des managers à le faire, t'es consultant par exemple, tu fais la même chose avec le manager aussi et tu restitues à tout le monde. Et là, dans cet atelier, tu dis, ben voilà, il y a une contrainte. On a 45 minutes par exemple maximum, ou 30 minutes par semaine, ou 5 à 10 minutes par jour. Tu as des équipes qui font ça. Avec quoi vous voulez repartir? Et là, tu les mets en 2 sous-groupes par exemple, ou 3 sous-groupes. Et ils constituent des idées. Et après, tu synthétises. En 1h30, moi, généralement, je montre des exemples. Je dis, ben voilà les tableaux, ça ressemble, par exemple, il y en a qui parlent d'indicateurs. Tu vois, j'induis, j'influence en disant, voilà ce qu'on voit, mais je vous dis pas de faire ça. Parce qu'il faut que ça vienne d'eux. Quand ça vient d'eux, c'est leur bébé. Bah, surtout que tu les as débriefés avant. C'est-à-dire que tu sais déjà à peu près où ça va. Exactement. C'est un des gros intérêts d'ailleurs des 1-1, c'est de préconnecter pour les réunions après. C'est de faire que ta réunion après elle se déroule très vite parce que finalement, tout le monde a pu s'exprimer au préalable. Très juste. Bah écoute, et alors, t'as une ressource probablement, parce que là tu viens de nous décrire un truc qui est super intéressant, cet outil de management visuel de cohésion. Et je crois que tu m'as dit, moi j'ai quelques cadeaux à distribuer. Et c'est un plaisir, parce qu'il y a beaucoup de partage dedans et j'ai des témoignages qui encouragent à aller plus loin. Moi, je suis vraiment, comme je te l'ai dit au début, mon pourquoi, c'est de tout faire en sorte que les entreprises soient un vecteur de transformation de notre société qui en a vraiment besoin aujourd'hui, plutôt que ce soit un lieu de souffrance ou de travail, on pourrait dire, assez alimentaire, dans beaucoup de cas. Et je pense que le manager a cette capacité, le chef de projet aussi, n'importe quelle personne peut même agir dans son équipe et proposer ce type de démarche. Donc le premier outil, c'est en effet ce management visuel de cohésion d'équipe, se piloter avec le cœur l'équipe. Et donc j'ai un livre PDF que je mets volontiers à disposition, qui permet de décrire ces étapes. Alors il y en a 5, mais les 3 premières étapes sont les plus importantes. C'est de construire la confiance en rencontrant chacun. Même si je suis manager et que je m'entends pas avec tes biens, on peut toujours la renforcer, cette confiance. La deuxième étape, c'est vraiment de créer cette structure, de renforcer la structure, de voir qu'est-ce qu'on veut mettre, qu'est-ce qui va faire qu'au bout des 45 minutes, on se sent efficace. Moi souvent les gens me disent, ah ça y est, maintenant, plutôt que d'avoir passé 1 heure ou 2 heures à écouter les uns les autres, mais il n'y a rien qui reste, ben on a juste passé 5 minutes à préparer. C'est hyper visuel et ça focalise sur ce qui est super important. Et puis, la troisième étape, c'est de trouver comment l'animer à plusieurs. Le manager, c'est certes un chef d'orchestre, mais dans ce moment-là, on peut répartir, on va dire, l'énergie. On peut avoir le manager qui anime, mais qui passe dans un autre rôle. Plus de feedback, de coach interne, par exemple. Ou un rôle de script qui met à jour le tableau. Ou un rôle juste de gestionnaire du temps. Alors, souvent, on se dit, le gestionnaire du temps, il reste 5 minutes. Non. Il s'assure que les délais tiennent la route. Donc, il est responsable du temps et des délais globalement. Et les collaborateurs dans l'équipe peuvent aussi prendre la main. Donc ça, c'est vraiment un premier outil où on décrit chacune des étapes et tu peux t'appuyer là-dessus. Il y a un deuxième livre, c'est celui de la juste bienveillance, Thierry Vidiem, que tu as interviewé dans le podcast de la juste bienveillance. Ouais. J'y reviens parce que c'est un livre qui équilibre vraiment cette dimension de bienveillance et de relationnel. On est 4 co-auteurs, avec Caroline, avec Anne, avec Thierry et moi-même. Et on a mis beaucoup d'outils concrets qu'on peut appliquer. Et je parle d'ailleurs du management visuel, parce que la juste bienveillance, c'est l'excellence opérationnelle, ces outils du lean, de l'agile, avec l'excellence managériale, ou on pourrait dire de leadership, ces outils de l'humain. Ensemble, si je fais que la bienveillance, ça tient pas. Je suis que dans l'humain. Si je fais que les outils mécanistes, ça donne pas envie, comme tu l'as dit. Je suis tout à fait d'accord. En fait, je reviens au début de notre conversation, quand je te dis c'est marrant de mettre le cœur et les process ensemble. J'ai eu exactement la même réflexion quand on a fait le podcast sur la juste bienveillance, où je disais, enfin quelqu'un qui est pas juste dans oui, on est tous, c'est le monde de Candy, on doit tous se faire des bisous et être gentils. Ben non, c'est effectivement le mariage de cette bienveillance et de là où on veut aller, enfin nos objectifs, etc. Et d'ailleurs, la bienveillance, ça peut être d'ailleurs de faire du feedback négatif ou d'ajustement à quelqu'un parce qu'on lui fait confiance et qu'il va pouvoir évoluer. Et c'est ça qui est intéressant, c'est quand on met les deux concepts ensemble. La bienveillance toute seule, ça veut rien dire. On peut pas être contre, donc ça veut rien dire. Et d'ailleurs, quand on met les deux concepts ensemble, d'une certaine manière, on les transcende. C'est pas juste 1 + 1 = 2. Exactement. Il y a vraiment, tu vois, une alchimie. Je disais tout à l'heure, un mariage et un enfant qui naît, on pourrait dire. Il y a une troisième entité qui vient, c'est pas juste la combinaison d'un outil, des process avec un outil du leadership ou de l'humain. Il y a un pourquoi qui ressort, qui est très puissant.
le pourquoi du management visuel, de cohésion, c'est de fédérer l'équipe à vouloir se dépasser et être une équipe dans son style qui devient unique et qui fait que quand on rentre chez soi, on se dit « Waouh, j'ai vécu une vraie aventure ». Moi, je pose souvent cette question, c'est un exercice, tu es à la fin de ta vie professionnelle, avec quoi tu repars? Tu fais ton pot de retraite, c'est ta rubrique nécrologique professionnelle. Avec quoi tu as envie de repartir? Et je le fais aujourd'hui. Du coup, quand tu dis à 60, 65 ans, je veux repartir, je veux au moins avoir passé des bons moments, tu sors jamais les indicateurs comme par hasard. Tu dis tiens, j'ai vécu ça avec ça, et c'est souvent des dirigeants, des managers, des opérationnels qui me disent ça. Alors je leur dis est-ce que tu veux encore attendre 65 ans ou tu veux le mettre en place dès maintenant? Tu sais ce qui est le plus important pour toi dès maintenant, c'est de créer ce lien, d'avoir des projets, des activités où tu as le sentiment d'utilité, donc on revient au pourquoi, mais ça devient concret. Il y a vraiment cette dimension-là qui équilibre. De toute façon, c'est dans la nature, l'équilibre. Et puis l'idée de vivre une aventure, et c'est quoi une aventure? C'est un truc qui a un sens, qui a même une direction, c'est-à-dire qui démarre à un endroit, qui finit à un autre, etc. Cette notion qu'on n'est pas juste là dans une routine, non, mais c'est clair, c'est vrai. Et c'est ce que je suis d'accord avec toi. Et en plus, je trouve que ce qui est intéressant dans ce que tu as dit tout à l'heure, c'est que tu démarres par la confiance. Oui. Et il faut démarrer par la confiance, je suis d'accord. Mais je pense aussi que, et c'est ça le cercle vertueux, c'est que plus tu vas avancer avec les mêmes personnes, plus cette confiance va être nourrie par ce que tu fais, justement, par les réalisations Et ça donne aussi confiance en soi. C'est-à-dire que tu donnes de la confiance dans tes collaborateurs et le fait que vous résolviez ensemble des challenges, ça génère de la confiance, en fait. C'est l'origine de la confiance. Tu peux pas être juste sur « je te fais confiance ». Je te fais confiance parce qu'on a réalisé ça ensemble, et donc on pourra réaliser d'autres choses ensemble. Super intéressant. Et donc, le livre sur le management visuel de la cohésion, on peut le télécharger, on peut y avoir accès. Oui, tout à fait. Bon, sur le site ifco.org. Je mettrai le lien. Institut français pour la compétitivité et l'excellence opérationnelle, qui se veut une forme de TED, la plateforme TED sur les vidéos qui sont assez inspirantes sur le management, le leadership. On a fait à notre échelle en France sur l'excellence opérationnelle une plateforme qui se veut au-delà, pas pour se positionner au-dessus, mais pas sur une chapelle ou une autre, sur toutes ces démarches de transformation qui partent en fait de l'humain. Et dedans, on a des ressources, dont les livres en PDF. Ok, super intéressant. En tout cas, merci beaucoup pour cette conversation, François. Je trouvais que c'était à la fois original et puis très très inspirant. Et puis ce que je propose, donc on mettra les liens en descriptif du podcast. Oui. Et sur le forum, de toute façon, on ouvre toujours un sujet. Si vous avez des questions ou des choses comme ça, vous pouvez les poser sur le forum. Ou est-ce qu'il y a un autre moyen de te contacter ou d'échanger avec toi? C'est quoi ton moteur privilégié? Moi, sur LinkedIn, je suis beaucoup sur LinkedIn. J'ai une newsletter pilotée avec le cœur qui a beaucoup de succès parce que justement, je donne des exemples concrets de transformation de livres inspirants qui transforment des entreprises parfois de 50 personnes ou de 10 personnes jusqu'à plusieurs dizaines de milliers. Génial. Et étudier avec des outils concrets. Et moi, je te dis merci, Cédric, pour tout ce que tu partages. Je m'y connais dans les outils, donc je peux garantir la qualité, les exemples que tu donnes, la progressivité aussi. Parce que souvent, ce qui éloigne, c'est que c'est trop technique. Ouais. L'excellence opérationnelle souffre d'experts, qualiticiens ou autres, qui sont beaucoup trop techniques, alors qu'on a besoin de simple, ça ne veut pas dire facile, pour se l'approprier. Donc, il y a une très belle pédagogie. Bravo. Super, merci beaucoup. Ça me fait chaud au cœur, ça me fait plaisir. Je te remercie infiniment. Le plaisir est partagé. Merci beaucoup. Salut François. Salut. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la conversation t'a plu, qu'elle t'a donné toi aussi envie d'avancer en tant que manager. Si tu veux rejoindre la communauté, il y a vraiment 2 choses à faire. La première chose, c'est de t'inscrire à mes mails privés. Pour ça, il faut aller sur le site www.outils-du-manager. Et la deuxième chose, c'est de rejoindre le forum. C'est gratuit, ça te permettra de te présenter et puis de poser toutes les questions que tu as toujours eu envie de poser sur le management sans jamais oser les poser. Et pour ça, il faut aller aussi sur le site Outils du Manager, www.outildumanager.com.
À bientôt. Au revoir.